Oui, bonjour. Voilà, donc après une année d'interruption, nous reprenons le séminaire avec Chao Zhong. Alors je précise que euh, les parties que je présenterai seront lues en français, mais quand Chao Zhong interviendra, ce sera en anglais. Et puis, de toute façon, il y aura beaucoup de chinois aussi. Et la version publiée, enfin le résumé publié dans l'annuaire du collège sera en anglais. En fait, on attend, c'est un peu de retard, le résumé de notre séminaire de 2020-21. Là, on a mis le résumé en français, ça sort vraiment bientôt. 21-22, c'est en anglais, là, on ne sait pas quand ça va sortir, ça devrait être assez bientôt. Voilà. On a intitulé, nous avons intitulé le séminaire de cette année. Can you remind me, because I don't know by heart, what is the title of our seminar? It's a long one. A new reading of Ouais, ouais. Chinese accounts. Alors, a new reading of Chinese accounts on the Yuezhi and early Kushans. Ce qui correspond exactement à ce qu'on va faire, sachant quand même que la reprise de la lecture des sources chinoises va être l'intervention propre de Chao Zhong et moi-même, mes interventions porteront sur la contextualisation locale. Archéologie, épigraphie surtout cette année, les monnaies, un certain nombre de documents iconographiques également. Alors, je rappelle, dans notre séminaire donc commun en 2021 et 21-22, nous avions traité sur la base d'un nouvel examen des sources chinoises, et en particulier le Tongtian, qui est trop peu souvent utilisé et qui est de grande valeur, deux aspects de l'histoire de l'Asie centrale. En remontant dans le temps, la première année, on a travaillé sur les principautés sogdiennes à partir du moment où elles émergent dans les sources chinoises, disons au 5e siècle. Et la deuxième année, nous avons traité de la confédération Kangqiu, qui a disons, vassalisé les principautés sogdiennes, ou plutôt dans le cadre de laquelle les principautés sogdiennes ont peu à peu émergé, période qui va du 2e siècle avant notre ère au 4e siècle de notre ère. Alors cette année, nous poursuivons plus en amont en considérant la période qui, en gros, s'étend de la chute du royaume grec de Bactriane, entre 145 et 130 avant notre ère, et, disons, l'apogée de l'Empire couchant sous Kanishka, 127-150 de notre ère. Alors, je précise que les dates que je donne, que nous donnons, constituent un parti pris, qu'elles n'ont pas toujours été acceptées de manière unanime, mais que tout de même le consensus tend à aller dans cette direction, bien que Chao Zhong va présenter une voix discordante à l'heure actuelle dans les travaux du professeur Kuwayama au Japon. Alors, pourquoi est-ce que nous revisitons cette période alors que elle avait été traitée assez en détail dans le livre Kushan Histories il y a 9 ans que Chao Zhong va rappeler et auquel nous avions tous les deux participé, ainsi qu'Étienne de la Vessière. Qu'est-ce qui s'est passé en 9 ans ? Beaucoup de choses. D'abord, plusieurs articles très longs, très importants de Harry Falk, qui avait été le maître d'œuvre du volume Kushan Histories. Ces articles sont parus dans le Bulletin of the Asia Institute, revue malheureusement pas très de référence, mais malheureusement pas très accessible parce que son contenu n'est pas accessible en ligne. Les auteurs, évidemment, les auteurs envoient des PDF, mais c'est pas il n'y a pas non plus beaucoup de bibliothèques à Paris qui y souscrivent. Celle du centre d'archéologie de l'école normale,
l'Institut d'études indiennes du Collège de France, et je crois que c'est tout. Bien. Alors, ces articles de Harry Falk concernent cette période haute à un titre ou à un autre. Il a traité ça sous plusieurs angles. Ils sont tous très suggestifs, très polémiques, et ils justifient une discussion critique. Donc, on reviendra en détail sur ces articles dans les sessions suivantes. Alors, deuxième fait nouveau et considérable, c'est qu'on a découvert à l'été 2022, il y a 2 ans même pas, dans les montagnes du Tadjikistan, une nouvelle inscription royale Kushan, celle-ci en 2 écritures, bactrien transcrit en caractère grec et ce qu'on appelle encore l'écriture inconnue. Et cette découverte a amené à rouvrir plusieurs dossiers. Bon, que transcrit cette écriture ? Connue maintenant en plusieurs dizaines d'exemplaires, mais la plupart très fragmentaires ou très courts. Ça s'étale du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e après, et ça déborde le territoire couchant. Autre dossier que cette découverte amène à rouvrir, c'est celui de son auteur, qui est le 2e empereur couchant, Vimataktu, dont l'existence même a été mise en cause, longtemps mise en cause, et qui maintenant ne peut plus être mise en cause. Alors, 3e élément nouveau, qui va être vraiment du ressort de Chao Zhong, c'est un article en japonais du professeur Shoshin Kuwayama, une grande référence de l'histoire de l'Asie centrale, notamment d'après les sources chinoises. Cet article secoue le consensus qu'on pouvait penser en voie d'acquisition sur la chronologie Kushan. 4e élément, il y a eu des nouvelles découvertes et de nouvelles études sur des productions artistiques de cette période, donc la période pré-Kanishka, et ces documents, pour certains d'entre eux, sont susceptibles d'éclairer soit l'histoire politique, soit l'histoire des cultes royaux. Ils ont été principalement étudiés dans 2 articles extrêmement suggestifs de Henri-Paul Francfort. Alors voilà, ce sont les 4 éléments qui amènent à rouvrir ces dossiers. Vous voyez qu'on s'adresse à des ordres de sources qui sont de nature très différente. Et je passe maintenant la parole à Chao Zhong qui va rappeler sa méthodologie d'analyse des sources chinoises. Merci à France et bonjour à toutes et tous. Comme France vient de le dire, cette année, je reviens lire des sources chinoises avec vous et discuter des inscriptions d'Almosi suite à mon projet en cours au centre Akupi de l'Université de Kyoto, sous le titre « The Booms of Writing and the Rise of Huns in Indo-Asia ». Comme à mon bagage de connaissances, après une formation en archéologie à Taïwan, j'ai étudié la linguistique et philologie à l'EPHE. Donc, dans le cadre de ma profession, je suis une philologue travaillant sur documents socio-économiques écrits en alphabet brahmi et en alphabet kharoshthi, sur tous lesquels découvertes à Kucha. Voilà. Et dans les oasis voisines autour du bassin du Tarim, Chine. Ceci couvre une large éventail de langues anciennes, notamment la langue Kuchian, qui est aussi connue sous le nom le Tocharian-B, la Gandhari, le Tomoshoke et le Khotanais, etc. Et le Tomoshoke et le Khotanais sont aussi connus sous le nom les langues des Saka. En hiver 2011, je déchiffrais un document en bois inédit qui est conservé à Berlin.
Je l'identifiais comme un décret royal émis par un roi de Koucha, dont le système d'écriture peut être appelé Koucha Kharoshti et la langue Koucha Gandhari, c'est-à-dire un dialecte entre les langues moyen-indiennes autour de Koucha. Donc, en hiver 2013, en tant que Marie Curie Fellow travaillant pour l'Institut Thorfinn Forschung de l'Académie de Berlin, je participais à un symposium organisé par Harry Falk sur l'histoire des Kouchins. Ici, vous voyez de nombreux intervenants, y inclut Franz Grenet, Richard Salomon, Nicolas Inns-Williams, Étienne de la Vessière, Joe Cribb, Gérard Vossman et bien aussi Harry Falk assis au centre. J'ai ensuite complété la section chinoise avec Emer Galambos à Cambridge dans ce livre, avec le surnom Huna Source Book sur les Kidarites, Hephthalites et quelques autres peuples. Et récemment, j'ai fini 3 chapitres pour Joe Cribb et ses collègues à Londres, dans le prochain tome de la librairie Routledge, le Kushan World. Donc, au cours de ces séminaires, j'utiliserai une partie de ces chapitres en forthcoming et alors en anglais. Ma méthode de travail est de noter, d'exprimer et d'analyser l'ambiguïté de plusieurs mots et passages en chinois classique. Et je vais essayer d'expliquer quelques questions non résolues dans le texte chinois, y inclut des questions phonologiques, sémantiques, syntactiques, mais aussi des questions historiques concernant la chronologie et la géographie de l'Empire Kushan. Mais à mon avis, les données archéologiques et les anciens documents découverts de la terre sont à prendre en priorité et on doit toujours être prudent quand l'on interprète des littératures classiques. Donc, voici le plan aujourd'hui pour notre première séance. And now, Franz, it's your turn. Please sit here. Alors, donc, c'est cette sensationnelle découverte très récente d'inscription royale Kushan au Tadjikistan. C'est donc le site de Almasi, qui veut dire les diamants. On n'en trouve pas là-bas. Je pense que c'est une dénomination poétique qui renvoie à quoi? On ne sait pas très bien, parce que le lieu a l'air assez désolé. Hein, ce sont des crêtes montagneuses, ce qui explique que cette découverte a été si tardive. Alors, comme il se doit, les autorités scientifiques tadjiques se sont réservées la première annonce officielle de la découverte. Alors, voilà déjà un communiqué du 23 octobre 2022 dans une agence de presse. Bon, c'est pas très ce communiqué n'est pas très informateur. Il dit que simplement que c'est une découverte sensationnelle due à l'énergie de chercheurs tadjiks du Musée national de Douchanbé. Et c'est vrai, ils ont été tout à fait à la hauteur de l'enjeu. Alors ensuite, voilà, les voilà, ils ont dû camper sur place, comme vous voyez. Bon, je vais revenir après sur la nature du site. Je vous dis tout de suite que le gros rocher en arrière-plan est celui où on a trouvé l'essentiel des inscriptions. Et puis, un peu après, le 11 novembre, un communiqué à l'agence scientifique Avesta, plus scientifique, plus détaillé, qui donne la liste des collaborateurs du musée qui ont participé à la découverte. Alors, c'est 37 km au nord-ouest de Douchanbé, mais vraiment accessible de manière seulement sur un petit tronçon par une route carrossable. Il faut 6 heures de marche pour y arriver. Ce qui explique que, en fait, à part les chercheurs locaux, pratiquement aucun chercheur étranger aujourd'hui n'y est allé, y est-il vraiment allé lui-même, le chercheur d'origine afghane Davari, Djelali Davari. Alors, cette annonce donne des
voilà des photos. Et là, pour la première fois, on voit l'inscription. Donc ça, c'est la partie en écriture dite inconnue. Voilà, on les voit faire un relevé soigneux. Donc ce sont les membres talgiques de l'expédition qui sont nommés. Il y a une vidéo que je ne passe pas. Voilà comment le roc se présente avec l'inscription, l'essentiel de l'inscription en écriture inconnue ici, mais il y a des morceaux ailleurs. Voilà le travail. Voilà l'inscription en écriture inconnue, enfin une partie. Voilà les signes. Voilà, alors, voilà, écriture inconnue, elle était connue, hein, on la connaissait depuis, on a commencé à connaître son existence, disons, tant sur des fouilles soviétiques qu'à la découverte du Dashtinaour, dont je vais parler dans les années 70. Il y a longtemps qu'on en discute de cette écriture, mais on était dans une impasse pour le déchiffrement et l'interprétation. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez bien conservé. Et sur un bloc détaché, à 30 mètres, alors on pense qu'en fait il n'est pas tombé tout seul, c'est peut-être une tentative de quelqu'un qui a essayé de l'embarquer sur un âne. Et pourquoi se serait-il intéressé à ce bloc ? Peut-être parce que comme il est inscrit en caractère grec, ça paraissait peut-être plus vendable. Enfin, c'est juste des soupçons. Je pense que nos collègues locaux en savent beaucoup plus. Bien. Et ce bloc, donc, il porte une inscription en caractère grec qui a tout de suite été identifiée comme du bactrien, langue iranienne locale, transcrite en caractère grec, langue relativement bien connue maintenant. Et vous voyez tout de suite, voilà, ce qui montre que ce n'est pas du grec mais du bactrien, c'est ce signe-là qui est inventé pour les besoins de la cause et qui transcrit le son « ch » qui n'existe pas en grec. Bien. La dépêche de cette agence mentionne, donc en date du 11 novembre, que d'ores et déjà, il y a eu un déchiffrement de cette inscription bactrienne par notre collègue de Cambridge, Nicholas Sims-Williams, le déchiffrement donne « Ceci est », alors mot mystérieux ici, du roi des rois, Shaonanshaw, roi des rois, Shahinshah, Vima Taktu. Alors voilà, c'est la clé, première clé, parce que d'abord ça donne la date, Vima Taktu, disons, le consensus, c'est de le situer entre 90 et 113 de notre ère. Ça assure le caractère royal de l'inscription. Ça ouvre des perspectives historiques, notamment en confirmant la réalité de ce souverain couchant dont on avait pu douter. Donc, comme le suggère la mention du déchiffrement fourni par Sims-Williams, en fait, les photos circulaient depuis la mi-août dans un petit cercle de spécialistes internationaux. Chao Zhong va donner davantage de détails à cet égard. Je vois s'il y a... Voilà, donc suite du travail de recopiage. Donc ils n'ont pas fait... Ont-ils fait un estampage ? Ouais, c'est possible qu'ils aient... Oui, en fait, ils ont dû faire un estampage sur papier et pas sur latex. Voilà, et je repasse la parole à Chao Zhong qui va expliquer plus en détail l'histoire brève mais déjà très copieuse des publications sur cette inscription. Merci. Maintenant, je donne un aperçu en anglais sur les publications et aussi quelques communications entre chercheurs. In fact, very soon after the discovery of the inscription at Almorsay Gorge, I received
confidential pictures from Pavel Lorje of the State Hermitage Museum in St. Petersburg. Actually, he was just during his fieldwork in Panjakent, and I during my conference trip to Korea, just the first day. Lorje, being hesitating to tell his Tajik colleagues whether the writing is Kharoshthi or Turkic runes, hoped me to take a look at them. So I immediately replied him that I do not see any traces of Kharoshthi, at least with regard to the variants of the normal types in the region of Gandhara proper, and also nothing similar to the variants in northwestern China. Then Lorje immediately wrote to Peter Zimmer, a world-leading scholar in ancient Turkic languages, on whether or not these are written in Turkic runes. And Professor Zimmer's answer is also negative. Afterwards, the news spread quickly, as far as we can easily find on internet via the platform of Academia EDU, etc. The relevant presentations and publications have amounted to 9 or 10 until now, including Davary's book in France, and Lorje in Russia, and Bonman and her colleagues in Germany, Falk also in Germany, but in Berlin, etc. And here the asterisk represents the conference representation in the form of PowerPoint slides. Plus, Lorje's forthcoming paper, so far under review and being shared with only a limited number of colleagues, under the title A Non-Script of Bactria, Unpublished Materials and New Interpretations, but in Russian, in a forthcoming volume for Bongalevan, I think. So, in fact, very soon after Pavel Lorje received the photos from the National Museum of Tajikistan, he realized that the inscriptions from Almaty were partly written in Bactrian in Greek script, partly written in a kind of undeciphered script so far collected from the ruins of Dashti Nawur and other ancient sites in Central Asia. And on the ruins of Dashti Nawur, Franz will give more comments later. So, in January 2023, last year, Lorje, together with his Tajik and Russian colleagues, gave a presentation in Moscow to discuss the Almaty and Dashti Nawur inscriptions. During their presentation, Lorje prepared a map, this one, concerning the places where the undeciphered script have been so far encountered according to his investigation. For your convenience, I emphasize the marks for the spot as you see now. And note that location of Almaty is in yellow and Dashti Nawur in pink. So it's clear? Okay. Later, Lorje showed an improved version of the presentation on the occasion of a hybrid conference held in Tajikistan on the 1st March. The English title of this conference is, as you see, Discovery of the Almaty Inscriptions and its Significance in the System of Ancient Writings of Central Asia. In brief, Lorje tried to recognize the signs belonging to the Sanskrit among archaeological findings as much as possible, and within a few months, he largely increased its corpus, which his teacher, the great Russian archaeologist Lifshitz, once accumulated before his death. Lorje even added 2 more sites, this one, Bagram and Kafir Kala, in a very short period from late January to February last year. And you see the difference of his counting. So Lorje could therefore make a statistic analysis in order to figure out the exact number of its basic signs and that of its diacritics. He even attempted to collaborate with Russian colleagues by applying computer analysis.
this one. And he also undertook himself a preliminary distributional analysis of the signs, or akshara he preferred. As a result, he argues that the Iranian epithet King of Kings very probably exists in both those Almozi and Dashti Nawur inscriptions written in that enigmatic script, and he assumed that language is probably an Iranian Saka language. In the same conference in Dushanbe, a team of scholars based in Cologne and Würzburg, Germany, presented their partial decipherment as a totally independent approach from Laurier's. These young scholars will prepare their slides for the conference and quickly finalize their draft of research paper in just 1 week after. This one, which was then reviewed and accepted in a few months, now being available on the website of the British academic journals Transactions of the Philological Society. They also communicate at the 10th European Conference of Iranian Studies in Leiden, where I was also there, and their slides have been on the platform of academia.edu since early March, as well as the ones of Pavel Laurier. In brief, the basic strategy and the observations of Laurier and the Cologne Würzburg team are quite similar. Both noticed the coherence of the writing system with regard to the undeciphered pieces from Almozi, Dashti Nawur, and a dozen of other sites. But I don't go to detail today. However, it's remarkable that in the eyes of the young German team, the map concerning which findings are to be counted as the specimens of the script in question, which are suspicious and which are irrelevant, is not so identical with the one given by Laurier. Moreover, the young German team cleverly noticed very small pieces from the Socotra Island in Arabic Gulf, which was previously catalogued as a bilingual Biscript 1 in Bactria in Greek alphabet and in Prakrit in Brahmi aksharas. They found this piece actually also contains a line of unknown script, and it's largely helped them to solve the value of certain signs. As a result, these young scholars are competent enough to provide their partial decipherment by offering a long table, this one, just a part of it, to compare the script with the Imperial Aramaic and its various descendants, such as Archaic Khwarezmian, Old Sogdian, and Kharoshthi. So, in their conclusion on the 1st March last year, they suggest that, first, 15 characters in the announced Kushan script, as you see, can now be read, and that means around half of the numbers of the total signs. And a non-Kushan script, so called by them, is an Alpha Silverberry descending from Imperial Aramaic. That is to say, it's a sister, not a daughter of Kharoshthi. And third, at least at Dashti Nawur and the Almozi Gorge, it represents a previously unknown Middle Iranian languages. On the other hand, Gola Jalani Davari, an Afghan scholar living in Europe, published a booklet on the newly reported inscriptions from Almozi in German but in France in December 2022, so quickly after he somehow obtained some pictures from his local colleagues. It is his data who rose the attention of Harry Falk in Berlin and facilitate his further decipherment. Falk attempted to decipher the Almozi inscription in the unknown script by his knowledge of Kharoshthi and Indic literature, as he is one of the best Indologists in the world. So he soon wrote a paper that you see now,
or Journal of Soka University, a private Buddhist university in Tokyo, Japan. The pre-final proof of this article, under a very eye-catching title, Vimataktu, the graveyard near Almaty and the end of an unknown script, was ready by early March last year for his uploading to the platform of academia. Providing a Google Earth image of the site, this paper helped his readers to identify the exact location in the Almaty Gorge. In this paper, Fark argues that a piece written in the unknown script from Almaty can be read actually as a Bactrian sentence, which is slightly different from the one spelled in Greek alphabet. In this way, he conceives the Almaty inscription somewhat like the famous Ashokan inscriptions, which present the edict of the King Ashoka around the 3rd century BC in various scripts, notably in Brahmi and Kharoshthi, and in India and Gandhara, respectively. That is to say more precisely that the Almaty inscription in the left, according to his solution, spelled a sentence in Bactrian. This place here for relics is the work of Vimataktu, and the one in the right, also in Bactrian, but says, these are the relics of Vimataktu, veneration to the rich one. Fark believes that 2 Bactrian words newly read according to his own solution. This one, Eneatho, I'm not sure how to pronounce, and this Eloyal, in the right, represent the Bactrian words for place of relics or graveyard, and relics of human bones, respectively. Although some Mason's mistake might have occurred concerning the form spelled in the unknown script. Then, in winter 2023, Joe Cribb finally published a paper in the Journal of the Royal Asiatic Society on this topic. Among one of the scholars who were authorized to work on the image from Almaty, his attitude toward these attempts is very cautious. As a matter of fact, so far the British team has not provided their own decipherment except for what are clearly inscribed in Greek alphabet. However, Cribb's article offers an informative summary of the discovery and all the various but partial decipherments, together with more accurate satellite image, like this one, which expressed the location, the situation of Vimataktu and its distance from Dushanbe. And this one, the gorge of Almaty, facing to, I think, southeast. Yeah. And also a clear photo to indicate the fallen location of the one in Greek alphabet on the ground. Now, before handing over to Franz, let me give you a brief timeline on the discovery of the Almaty inscription, based on the information provided from published papers, reports, and scholars' personal communication as far as to my knowledge, as in these slides. So, first, in spring 2022, a local educated inhabitant at Hisar, Haitali Sanginov, provided the information about the ruins and inscriptions to the staff of National Museum of Tajikistan, M.G. Bobomuloev and Sharif Zoda, during their investigation of the archaeological sites in the country. In July, B.S. Bobomuloev, namely a cousin of M.G. Bobomuloev and also a member of the staff of the same museum, led the first expedition. In mid-August, fresh photographs and sketches were sent to Pavaloye of the State Hermitage Museum to judge the genuineness and the nature of the inscription.
Laurier thought the one in Greek alphabet is Bactrian, but he was not sure the other one. And then the preliminary replies from myself and from Tima were both negative concerning whether they are in Kharoshthi or Turkic runes. In late August, the second expedition were dispatched. More data were collected, and before the end of August, Laurier has noticed the similarity of the unknown script with the one found at Dasht-i-Nawar and other sites. He replied the Tajik Museum staff with his Bactrian reading as well as his assumption to read King of Kings in the first line of the one of the Almozi inscription written in the undeciphered script. It was around the same time that the pictures were sent to Joe Cribb as well. And then Joe Cribb also read the piece in Greek alphabet in Bactrian and found attestation of Vima Takto in his Bactrian reading, which was approved and slightly improved by Nicholas Sims-Williams. Since October, several pieces of Russian web news were spread and even digested into English. And then in November, discovery at Almozi was formally reported in a scientific conference in Kazakhstan. It is around this stage that the breaking news caught more scholarly attention. Then in December, Davary published a booklet and more discussion arose. As implied by Cribb's article, the third expedition was somehow undertaken before the November conference, but the details are obscure. So, as a most brief summary, it is noticeable that these scholars have various opinions on the nature and origin of the so-called unknown script, which is called by Harry Falk as the unknown one, unknown first, or the WT script, that means the Vima Takto script, and by Bowman and her colleagues, the unknown Kushan script, or even the Issyk Kushan script. By Laurier in Russian, the unknown script of Bactria, and again by Cribb, the so-called unknown script. More precisely, while Falk argues that it is mainly a derivative of Kharoshthi, both Bowman and Laurier argues that it must be a descendant of Aramaic more directly, and Cribb's opinion is rather prudent or cautious. As for a language that this script is written for, at least with regard to the ones at Almozi and Dasht-i-Nawar, Falk thinks that it is just in Bactrian, and Bowman, Hoffman, and Korospo in Germany, they argues that it's a newly identified Middle Iranian language, close to but distinct from Bactrian. As to Laurier's opinion, it has been changing, but as far as we are informed very recently, he now believes that it is a dialect of Bactrian. Cribb does not give a clear answer, but reminds his readers to go back to Nicholas Sims-Williams' discussion around 2000 on the language underlying the name of early Kushan rulers such as Kanishka and Huvishka, which could be an Iranian language. One should note that Falk insists his view shared with Fussman. At a final stage of Fussman's career in 2011, and in this book, Monument bouddhique de Termets, the unknown script found at Dasht-i-Nawar and also from Termets is clearly derived from Kharoshthi. So as you see, I cite for you tout ce que l'on peut dire pour l'instant de ces inscriptions et que les caractères sont clairement dérivés de la Kharoshthi et que les langues étaient une des langues parlées en bactrien. So, Falk called this the common opinion and even translated this French paragraph into English in his latest paper. Accordingly, contrast to Laurier and the young German team, those early ones
found in the north and Ai Hanum are not in the scope of Falk, as he counted them as remote and distant ancestors of the Vima Takhtu script in his terminology. On the other hand, Lurier's definition of the corpus is also slightly different from the ones of the young German team, so that the ones from Ugam in the north and Begrun in the north are not seen in Letter's map. Hans, now it's your turn. Oui, donc, voilà. Comme vous l'avez entendu, le dossier des inscriptions d'Almacet ne peut pas être dissocié du dossier du Dashtinaour. Ça a été compris au bout de 15 jours par Pavel Lourier, et puis je pense aussi immédiatement par Cribb et Sims Williams. Alors, rappel sur le Dashtinaour. C'est donc un site montagneux, donc à peu près 100 km à l'ouest de Ghazni, en Afghanistan. Ces inscriptions ont été découvertes en 1967 par des géologues français, dont le directeur était André Boutière, qui a pris des photos, les meilleures qu'on pouvait prendre à l'époque. Ces photos sont aujourd'hui dans les archives du Collège de France, c'est le fonds Fussman. Le premier qui en a fait une publication scientifique, c'est donc Gérard Fussman, qui est allé sur le site quelques 3-4 ans après et qui, en 1974, a fait paraître un gros article, document épigraphique couchant 1, concernant les inscriptions du Dashtinaour. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que quand Fussman a examiné les inscriptions, elles étaient déjà plus dans la condition où elles étaient quand Boutière les avait photographiées, parce que c'est malheureusement quelque chose d'assez classique. Les habitants du coin, des bergers, vraisemblablement, ont pensé que si des étrangers s'intéressaient à ces inscriptions, c'est qu'elles cachaient un trésor. Alors, soit que les inscriptions indiquaient l'endroit d'un trésor, soit qu'il y avait un trésor dans la pierre. Et ils ont commencé à essayer de casser la pierre, sans succès. Mais ils ont infligé des dommages irréparables aux inscriptions, et d'après les informations qu'a eu Fussman, peu après son passage, c'était dans un état désespéré. Donc, il faut bien savoir que, contrairement à Almacet, pour le Dashtinaour, toute étude aujourd'hui ne peut se baser que sur les clichés Boutière, les clichés Fussman et le relevé très soigneux fait sur place par Fussman. Alors voilà, les clichés Boutière, reproduits par Fussman avec une indication très commode à droite de numéro de ligne. Et à partir d'ici, on a la version en Gandhari, en caractère Kharoshthi, je vais en parler. La version grecque est un peu plus loin, elle est par là, elle est ici. Voilà. Cliché Boutière, relevé Fussman, cliché Boutière. C'est reproduit donc dans l'article de Fussman, mais l'original des photos est digitalisé ici au Collège de France. Je crois que oui, c'est sur le site Salamandre, ou peut-être... Non, c'est pas sur le site Salamandre, mais sur demande, on peut y accéder. Alors, pour quelles raisons doit-on absolument rapprocher les inscriptions du Dashtinaour des inscriptions d'Almacet? Premièrement, elles émanent du même souverain, Vima Takhtu, dont on ne peut plus douter de l'existence. On a pu tenter d'en douter sur la base du déchiffrement des inscriptions du Dashtinaour, où le nom n'apparaissait pas très clairement. Maintenant, la question est réglée, ça apparaît parfaitement clairement,
sur l'inscription bactrienne d'Almasé. Autre raison qui oblige à rapprocher les deux séries d'inscriptions, c'est que chacune comporte plusieurs écritures. Alors, à Almasé, on a donc du bactrien et l'écriture inconnue. Au Dashinaour, on en a 3. Du bactrien, de l'écriture inconnue et la langue gandhari transcrite en caractères kharoshti. Des vrais caractères kharoshti, pas des caractères plus ou moins apparentés comme l'écriture inconnue. Alors, dans tous les cas, la version bactrienne est très brève, beaucoup plus brève que les autres. En fait, à Almasé, comme au Dashtinaour, ce sont les premières tentatives connues, les premiers témoins connus, vraiment assez maladroits, pour de l'usage officiel de la langue bactrienne et de sa transcription en caractère grec. Et comme dans les deux cas, ça s'est passé sous Vimataktu, voilà, donc Falk considère que c'est une initiative de Vimataktu et, chose plus contestable, il étend cette initiative à l'usage de l'écriture inconnue. Là, c'est beaucoup plus problématique. Donc on a le bref texte bactrien dans les deux cas, un long texte en écriture inconnue, donc qui visiblement avait une plus longue histoire derrière elle. Le texte est plus long au Dashtinaour, mais moins bien conservé. Et puis, au Dashinaour, on a en plus la Gandhari. C'est sans doute dû au fait que le site est au voisinage de l'Inde. Ce qui n'est pas de l'Inde, du Gandhara. Ce qui n'est pas le cas à Almasé, fort éloigné de l'Inde. Donc on n'a pas éprouvé à Almasé le besoin de joindre une version indienne. Alors, autre raison qui permet de comparer les sites. Alors, vous voyez, j'ai ici Almasé et Dashtinaour, comme Chaozhong l'a expliqué. Alors, autre raison qui permet de comparer les sites, ce sont des analogies de situation. Dans les deux cas, les inscriptions sont sur des gros rochers naturels. Elles sont bien visibles quand on est sur place, mais dans les deux cas, c'est vraiment peu accessible. Le Dashtinaour est à 4320 mètres d'altitude. L'ascension en est très pénible. Elle prend des heures. Almasé, un peu plus accessible, 2950 mètres, mais malgré tout, comme je l'ai dit, il y a 6 heures de marche, il n'y a pas de route carrossable. Et puis, des analogies, je dirais, géopolitiques. Dans les deux cas, il semblerait, et ça c'est une remarque que Lourier a faite tout de suite, il semblerait qu'il s'agit de sites frontaliers. Alors, je reviens à la carte, voilà. Parce que, regardez, à Almasé, on est donc dans les montagnes au nord de la plaine, enfin des vallées qu'on appelle la Bactrienne du Nord. Et en fait, il semblerait qu'on soit pas loin, près de la frontière, de ce qui était à l'époque le domaine Kankyu, dont on a parlé il y a 2 ans. Le centre politique des Kankyu était plus au nord, du côté de l'actuel Tashkent, Otrar, etc. C'est ici, en fait, le centre politique du Kankyu. Mais on sait, par les sources chinoises, que les Kankyu contrôlaient, vassalisaient les principautés sogdiennes au sud, le Ferghana. Donc, on pourrait se trouver non loin de la frontière du Kankyu. Or, au Dashtinaour, on est tout près du cours supérieur de la rivière de l'Arghandab, qui est la rivière de Kandahar. Et en principe, à cette époque, c'est encore le domaine de la dynastie Indo-Parthe. Que les premiers couchants vont, à la même époque, évincer du Gandhara, mais qui vont se maintenir plus longtemps dans cette région sud-ouest de l'Afghanistan. Dans certains cas, se maintenir même jusqu'à la conquête sassanide du début du IIIe siècle. Et c'est probablement pas par hasard, parce que dans les deux cas,
on soupçonne que la frontière a pu être disputée. Dans le cas de la frontière avec le Kangqiu, nous savons, par les textes chinois, sur lesquels Cao Zhong va revenir, que les relations avec les couchants étaient parfois difficiles. Ça alternait entre alliance matrimoniale ou affrontement. Et c'est peut-être, j'en parlerai éventuellement, la clé de l'interprétation des grands reliefs de combat de Ralchayan, qui n'est d'ailleurs pas très au sud d'Almacé. Dans le cas de la frontière indo-parthe au Dashtinaour, eh bien, justement, on sait qu'il y a des monnaies de Vimataktu qui sont surfrappées sur des monnaies indo-parthes, ce qui est une indication d'une frontière disputée. Donc, c'est probablement, là il s'agit donc, disons, d'extrapolations qui me sont personnelles. Je pense que dans les deux cas, ces inscriptions pourraient marquer la proximité de frontières qu'on avait justement besoin d'affirmer parce qu'elles étaient disputées. Bon. Alors, ceci dit, les analogies ne sont pas complètes. Almacé, sous réserve de confirmation archéologique, il faut bien reconnaître que il y a des différences. Almacé est vraiment très isolé, on ne voit pas très bien ce qu'on faisait autour. Il y a maintenant cette hypothèse sur laquelle on va revenir d'un site funéraire. Ce n'est pas le cas au Dashtinaour. Bien que le Dashtinaour soit beaucoup plus haut dans la montagne, ce n'est pas un site qu'on peut considérer comme vraiment isolé. Le rocher, oui, il faut vraiment l'atteindre. Mais, alors je reviens à la carte publiée par Fussman, voilà. Vous voyez, on est ici à 100 km à peu près de Ghazni, à l'ouest. Alors, l'inscription est là, hein, sur le rocher, C. Mais il y a un contexte autour. Un lac avec deux enceintes de pierre dont la fonction n'a pas pu être établie. Alors, des enclos pour des bergers, des enceintes fortifiées. On n'a pas trouvé, Fussman a essayé de trouver des tessons de poterie pour dater, il n'a rien trouvé. Et puis, il faut savoir qu'en contrebas, à l'est, il y a une grande plaine qui a elle-même un lac, et que cette plaine est bien connue dans l'histoire parce que c'était un grand terrain de chasse royale. Babour, dans ses mémoires, en parle avec abondance. Et comme, on va revenir là-dessus, il est peut-être possible d'interpréter la fin de l'inscription bactrienne du Dashtinaour comme rappelant une cérémonie célébrée en présence de l'armée, on pourrait peut-être penser que ça pouvait être un lieu de rassemblement militaire, donc associé à un lieu de culte en position très élevée. Alors, les enjeux au stade actuel de la discussion sur donc, Almacé et le Dashtinaour, discussion donc, dont Cao Zhong a rappelé la bibliographie courte mais déjà très abondante. Il y a quelques points qu'il faut marquer. Bon, malgré certaines annonces un peu tonitruantes, Almacé n'est pas la pierre de Rosette de l'histoire kouchane. La version en écriture inconnue, elle n'est déchiffrée que pour quelques séquences de mots, généralement en rapport avec la titulature royale. Ce qui, comme Sims Williams l'a fait remarquer, pose une difficulté, parce que des noms en rapport avec la titulature royale risquent parfois d'être des noms empruntés. Des titulatures royales circulent. C'est peut-être pas les séquences de mots qui donnent le meilleur accès à la langue elle-même. D'ailleurs, d'où la grande prudence de Sims Williams sur ce point.
Alors par ailleurs, on a des propositions pour l'interprétation de chaque signe. Donc, comme l'a rappelé Chao Zhong, l'équipe allemande pense maintenant interpréter 15 signes sur un total d'une trentaine. Oui, sur un total d'une trentaine au Dashtinaour et à Almasé. Mais si on prend l'ensemble du corpus de l'écriture inconnue, on a une centaine de signes relevés par Lourier. Alors, je sais bien, les progrès de l'étude amèneront très probablement à réduire ce nombre en considérant que certains signes sont en fait des variantes du même. Enfin, actuellement, on en est là. Bien. Alors, il faut dire aussi que la course au déchiffrement, où s'impliquent de très jeunes équipes, et c'est très bien, entraîne un petit défaut qu'on voit malheureusement de plus en plus souvent, c'est la hâte. Et on constate par exemple que les publications ne se citent pas toujours exactement les unes les autres. Bon, il faut donc être prudent à cet égard. Alors, en ce qui concerne l'origine de cette écriture, Chao Zhong a rappelé les points de vue différents. Hein. Pour Falk, c'est de la kharoshti, c'est un dérivatif de la kharoshti. Fussman, concernant le Dashtinaour, avait en fait hésité, parce que dans sa publication de 1974, il n'était pas très affirmatif sur le fait que ça dérivait de la kharoshti. Il disait qu'il y avait des signes de la kharoshti. Dans sa dernière publication sur les inscriptions de Termez, lui, il dit il parle d'un dérivé de la kharoshti. Non. Mais pour d'autres, l'équipe allemande et Pavel Lourier, c'est donc non pas une descendante, mais une cousine de la kharoshti. Les analogies viennent du fait que les deux écritures ont une origine commune, qui est l'araméen d'Empire, répandu dans l'Empire achéménide. Krib, en fait, pour l'origine de l'écriture, je crois, ne se prononce pas. Pour la langue, ce qu'on peut supposer de la langue, Sims Williams se tait. C'est que si Sims Williams se tait, c'est que la prudence est de mise. Bon. Pour Falk, c'est du bactrien. Ce qui pose un problème que Fussman avait déjà soulevé à propos du Dashtinaour. Pourquoi transcrire la même langue dans deux écritures différentes? Bien. Mais après tout, il y a des cas. Bonneman, une langue moyenne iranienne non identifiée. Oui, alors, tout le monde est d'accord que c'est une langue de la famille iranienne. Mais alors, pour Bonneman, donc, Bonneman et les autres hésitent entre deux points de vue. Ils pensent que ça pourrait être un dialecte du bactrien, voilà. Ou bien une langue iranienne, mais non pas le bactrien, une langue de la famille stépique, hein, qu'on peut appeler Sito-Saka, qui aurait été la langue première des Yuezhi, le peuple qui a donné la dynastie Kushan. C'est une idée qui, en fait, m'a longtemps séduit et qui continue à me séduire. Et d'ailleurs, Krib, en fait, est un peu plus affirmatif que ne l'a dit Chao Zhong. Il pense aussi à cette idée, en faisant un rapprochement très intéressant. C'est une étude de Sims Williams en 2002 sur l'onomastique aristocratique et royale des Kushans, où on voit que c'est de l'iranien, mais c'est pas du bactrien, c'est une autre langue, et ça pourrait être donc la langue stépique que portaient les conquérants Yuezhi. Pour Lourier, finalement, son dernier point de vue, c'est que c'est aussi un dialecte du bactrien. Et là, il a des propositions extrêmement précises qui personnellement me laissent assez réservé. Ce serait la langue qu'on parlait dans la partie sud-est de la Bactriane,
parce que c'est les régions minières. Or, ces inscriptions se trouvent en grande partie sur de la vaisselle d'argent. Donc, il y aurait un lien. Bon, j'en suis pas du tout convaincu, mais bon, la discussion se poursuit. Non. Alors, autre point à souligner, il y a des hypothèses, enfin plutôt, le seul à avoir fait des hypothèses sur la nature du site, c'est Falk. C'est sur la base d'un mot qu'il a identifié. À la fois dans la version bactrienne et dans la version en écriture inconnue. C'est un mot qu'il rapproche d'un mot sanskrit rare, Eduka ou Eluka, qui d'après les contextes semble désigner un reliquaire ou un tombeau ou un enclos funéraire. Or, ça correspond assez bien à la morphologie archéologique du site, où on voit ce qui semble bien être un enclos rectangulaire. Alors, on n'a pas ça au Dashti-Naour. On revient sur l'image. Voilà, ici. Ça, c'est le gros rocher où sont les inscriptions. Voilà l'enclos. Il y a des tombes. Alors, évidemment, elles ne sont pas datables. Tout ça a été pillé. Ils ont quand même trouvé... Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont trouvé un squelette. Bon. C'est collectif. Alors, l'idée de Falk, c'est que... eh bien, ce serait... l'inscription grecque voudrait dire « Ceci est le tombeau du roi des rois, Vimataktu ». Oui, alors qu'est-ce qu'il serait allé faire là-bas pour se faire enterrer? Bon, l'idée qui me vient à l'esprit, elle est peut-être totalement spéculative, mais je la donne. C'est que on sait que les grands tombeaux royaux scythes se trouvaient dans des régions frontalières. Hein, ça, c'est Hérodote lui-même qui le dit. Il rapporte un discours des Scythes, je crois, à Darius, et les chefs scythes lui disent « N'essaie pas d'envahir notre pays, car les âmes de nos ancêtres qui sont enterrés là montent la garde. » Donc, les restes du roi auraient-ils été enfouis dans un lieu, justement dans un lieu frontalier. Alors évidemment, si Vimataktu est enterré à Almossi, il ne peut pas aussi être enterré au Dashti-Naour. Il faudra trouver autre chose. Bien, pour le moment, cette proposition de Falk est tombée un peu, n'a pas donné lieu à des commentaires, mais suffisamment rare et précieux pour qu'on le rappelle, Sims Williams est plutôt favorable. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Je repasse la parole à Chao Zhong qui va nous indiquer plus largement la bibliographie utilisée pour ce séminaire. We should open questions and comments. Questions at the end, maybe? Or, yes, we have some time at the end. On a un peu de temps à la fin, donc les questions sont les bienvenues. Je prendrai la parole pour autre chose. Okay. So you can go back to this Google Earth image. Yeah. So here I just list our basic bibliography very quickly. Many for the next sessions, the second and third one. So first of all is Falk edition, Kushan History, Literary Sources and Selected Papers from a Symposium at Berlin, December 57, 2013. Which I also helped a little concerning the addition of Chinese text. And I think all of us, Etienne, France, and I put some personal notes into the text sources. And also Falk 2018, the 5 Yabgus of the Yuezhi, because it concerns the rise of Kushan. As we know that one of the 5 Yabgus was called Gui Shuang, and basically is identified with Kushans in Western literature. And also Kuwayama's paper published in spring 2018, The Rise of the Kushan Empire and the Year of
Chojo Chue's demise, namely his death, and published in Toho Gakko in Kyoto. And this piece was translated by me into Chinese in 2020 in Beijing, and with authorized revision from Koyama Sensei himself, and then partially translated into English into 2 chapters in 2023. And also Yu Taishan's volume 桂双史研究 in Chinese and published in Beijing, but as far as I heard, an English version has been available since 1 or 2 years ago. And as for the research paper, we have, as Franz has mentioned, papers by Harry Falk, Kushan Religion and Politics, published in BAI, and then Falk's paper last year in the same journal, Faxian and early successors on the road from Dunhuang to Peshawar in search of the suspended crossing. That means a very difficult mountain mouth, somehow between China and India. And this is important to Harry Falk and also to us because it concerns the road how the Sakas somehow shift from the northwest of China to India in a very remote past. And that path was called suspended crossing or Shendu in ancient Chinese sources. And also Frankfort's paper Les Nomades installés dans la Bactrienne, and a recent one sur quelques vestiges et indices nouveaux de hellénisme dans les arts entre la Bactrien et la Gandhara. And then, of course, Grenes' own papers on the 5 Yabgus, which raised some feedback exactly by this Falk's paper. This one, the 5 Yabgu of the Yuezhi. So we will compare different series, including the ones in Koyama 2017, who inherited as well as Yu Taishan a great part of series of Marquardt since 1901. So as for the Chinese English translation of Chinese sources concerning Kanishka, early Kushans, and perhaps their ancestor Yuezhi, one should first consult the paper by Churye in the proceeding edited by Basham, paper on the date of Kanishka, submitted to the conference on the date of Kanishka, London in 1960, published in Leiden. And also Thierry's comments and French translation in 2005 is also recommendable. So you see his attitude from the title Yuezhi et Kushan, piège et danger des sources chinois, and published also in the proceedings or anyway selection of paper Afghanistan, ancien carrefour entre l'Est et l'Ouest. And we should also give a review on the very recent edition of the 2000s of Chinese wooden tablets written around 1st century BCE to 1st century CE. An earth from Dunhuang, as I think 2 of them has been used in Franz's paper, right, concerning the location of the 5 Dayuezhi, but now we have a full edition of 16 pieces or so, 16 to 18s, revised by Zhang Defang himself and published in Chinese in this proceedings Sodians in China, edited by Rong Xingjiang and Luo Feng. And actually, I has fully translated all the Chinese translations of those wooden tablets as a special columns for Cribb's book, Le Kushan World. And I will use it during the seminar. Okay, so. Oui, quelques mots que j'ajoute sur cette bibliographie. Pour suggérer qu'on ne va pas s'ennuyer dans les prochaines séances, voilà, là,
ici, cet article-là est la cible de l'autre article de Falk, voilà, de celui-là. Donc la cible va essayer de se défendre, bien, tout en admettant qu'il y a des points que je suis prêt à admettre dans la démonstration de Falk. Et puis, également, ce qui va être vraiment intéressant et très polémique, c'est l'article de Kuwayama, auquel donc nous allons accéder grâce à Chao Zhong. Chao Zhong, is it the next session or the session after? When do you intend? Next session. Okay. So I would like to receive your partial English translation in advance. No, that is not translated by me. An English version is not by me. No, yes. It's in the volume of the Silk Road. But you have it. Yeah, I have it. I would like to have it too. Okay. Voilà, donc c'est un article qui remet en cause, sur la base des sources chinoises, le consensus auquel on semblait arriver sur la chronologie Kushan. Seul résistant à ce consensus jusqu'à sa disparition il y a 2-3 ans, c'était Gérard Fussman qui avait à ce sujet écrit tout le monde semble d'accord, mais je représente le village gaulois, le village d'Astérix, les derniers résistants. Donc, nous allons voir si Kuwayama se joint au village gaulois. Alors, oui, juste un peu petite aussi une annonce concernant la discussion donc d'œuvres artistiques. C'est sur la base de 2 articles très stimulants d'Henri-Paul Francfort et des publications donc des fouilleurs. Ce sont ces extraordinaires broderies trouvées à Noïnoula en Mongolie, non loin de la frontière russe, dans la tombe d'un aristocrate ou souverain Xiongnu, va-t-on dire, du 1er siècle de notre ère, et qui sont visiblement importés. Alors, probablement de Bactriane, peut-être du Gandhara, d'après Francfort, et vous voyez l'énorme intérêt, ça n'est qu'une toute petite partie des sujets, mais extrêmement intéressant, une scène de culte devant un autel qui ressemble à un autel du feu zoroastrien, mais est-ce que c'en est un ? Voilà, il y a des problèmes. Le souverain, qui lui est incontestablement un souverain couchant du début, ou peut-être un des fameux 5, un des 5 Yabgou qui les ont précédés. Une scène de procession avec un cheval, c'est tout à fait fondamental pour le contexte politico-religieux de l'émergence de l'État couchant. Je serais peut-être amené du coup à reprendre aussi le dossier des reliefs de Khalchayan que vous avez tous vu en partie à l'exposition Ouzbékistan au Louvre l'année dernière et qui sont, quelle que soit la manière dont on les interprète, sont évidemment en rapport avec l'émergence de l'État couchant. Voilà, alors nous terminons la présentation en annonçant que le 11 juin, 4 juin ou 11 juin, Étienne? L'avant-dernière séance, ce sera le 4 juin, je crois. Oui, le 10 juin. Le 10 juin, c'est l'avant-dernière séance, je crois. Oui, lundi 10 juin. Nous présenterons... la séance sera consacrée à une discussion autour du livre qui vient de paraître, donc d'Étienne de la Vessière, Asie centrale 300-850, des contes et des royaumes. Alors, nous sortons de l'horizon chronologique que nous nous sommes assignés pour ce séminaire, mais nous retrouvons l'horizon chronologique qui avait été celui de nos premiers séminaires. Et à cette table ronde, nous espérons donc avoir la présence
du professeur Kyle Harper, actuellement invité au Collège de France, également mon collègue Patrick Boucheron. Voilà, donc ce que je peux vous recommander, c'est que d'ici le 10 juin, dans un peu plus d'un mois, vous lisez patiemment ce gros livre de façon à pouvoir participer à cette discussion. Bien, alors je crois qu'on en a terminé pour cette séance. Il nous reste un peu de temps pour des questions. Donc vous êtes les bienvenus.